Chers confrères, la francophonie, c'est dans notre ADN, nous, à l'Académie, hein, très, très clairement. Il y a de grands bâtisseurs de la francophonie, comme le président Léopold Sédar Senghor, qui était membre de l'Académie des sciences d'outre-mer à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose à quoi on est extrêmement attaché, évidemment. D'où cette idée d'un mémorandum. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée, d'abord ? Je crois que nous sommes tous très heureux que la France accueille pour la 3e fois un sommet de la francophonie. C'est un événement rare. Le premier sommet de la francophonie avait été tenu à Versailles en 1967 à l'initiative du président Mitterrand. Un deuxième sommet a été suivi ensuite à Québec, et l'habitude s'était prise que les sommets de la francophonie se feraient tous les 2 ans, et à chaque fois dans un pays différent, ou voire même sur un continent différent. Si bien que la France, depuis le premier sommet 1967, n'a accueilli que 3 fois un sommet. 67, il y a eu, je crois, en 60, quelques années plus tard, 87, pardon, en 89, un sommet à Chaillot, oui. Et puis le sommet de Paris cette fois-ci. De Villers-Cotterêts. C'est rare, et nous sommes un certain nombre à avoir été des acteurs de ces sommets de la francophonie, et nous attendions évidemment avec une certaine impatience qu'un sommet soit réuni à Paris et que soient posées des questions qui nous paraissent importantes pour la vitalité, le développement et l'avenir de la francophonie. Alors, dans le mémorandum de l'Académie, on dit très clairement que la francophonie s'inscrit dans les mutations du monde. La francophonie, oui. C'est pas un univers à part, un petit îlot comme ça dans le monde. Ça s'inscrit dans les mutations. Ça se veut un trait d'union aussi entre oui. Un certain nombre de pays, un élément de coopération. Néanmoins, on voit que l'environnement, les défis diplomatiques évoluent. À ce sommet de Villers-Cotterêts, un certain nombre de pays n'étaient pas présents. Les 3 pays, les 3 juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Malheureusement, on voit aussi un certain nombre de pays membres de la francophonie et quelquefois fondateurs de la francophonie se tourner vers d'autres langues, notamment en Afrique, des langues nationales ou des langues locales. Comment est-ce que le français, langue commune, peut résister à ça ? Alors attention à une première chose, que des pays mettent en avant leur langue nationale, c'est tout à fait naturel. Le français ne peut pas apparaître comme étant en rivalité ou en opposition à la langue nationale de beaucoup de pays. Les Français, évidemment, le français c'est leur langue nationale, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais dans la plupart des pays, il y a le français, langue utilisée à l'international, utilisée parfois dans des relations locales aussi, mais il y a aussi des langues nationales. Il faut veiller beaucoup à ce que le français n'apparaisse jamais comme étant en concurrence. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que dans certains pays, comme le Burkina Faso ou le Mali, elle n'est plus langue officielle. Elle vient d'être déclassée. Voilà. Alors ça, c'est parfois un geste politique, un geste de mauvaise humeur, de la junte au pouvoir à ce moment-là, etc. Bon, mais le français ne demande pas à être langue officielle de pays qui ne voudraient pas l'avoir comme langue officielle et qui ont des langues nationales, mais le français est parlé par une part importante de la population, et surtout il a souvent servi de langue d'accès à la modernité. Des pays qui avaient besoin d'exprimer leur situation en une langue internationale avaient utilisé la langue du colonisateur de l'époque, le français, et c'est un des problèmes dont nous voulions débattre ici, parce que les Français, eux, qui n'ont pas ce problème, ont paru parfois être un peu légers avec l'usage de leur langue chez eux. Et donc des pays se disent que si les Français ont tendance à se tourner vers l'anglais comme langue d'accès à la modernité, pourquoi ferait-il l'effort d'apprendre le français au lieu de passer directement de leur langue nationale à l'anglais ? Et il y a donc là, si nous n'en prenons pas conscience, un risque d'étiolement à terme de la francophonie. Ça ne peut être que progressif, mais on le voit par exemple avec l'attitude de l'Algérie, qui n'a pas voulu rejoindre la
francophonie pour des raisons politiques et historiques, et qui maintenant essaie de dire qu'il pourrait bien remplacer l'apprentissage du français en Algérie par l'apprentissage de l'anglais. Voilà, c'est à la fois une manifestation politique, et puis en même temps, ça prend en compte aussi cette évolution, la progression de l'anglais comme langue internationale, langue de communication. Et donc le français, enfin la France, en tout cas, a un devoir d'exemplarité quelque part. Tout à fait. Et c'est une première question sur laquelle nous avons voulu porter l'attention. Beaucoup de Français sont choqués de voir cette espèce de sabir dans lequel on mélange des mots anglais avec des mots français, franglais, nos publicitaires nous fabriquent ça assez régulièrement. Ça peut, à petite dose, ça peut être amusant, mais à dose plus importante, ça devient un vrai problème, puisque ça peut donner à certains l'idée de se dire, puisque les Français ne respectent pas leur langue, allons voir ailleurs. Alors on a eu la loi Toubon, il faut la revisiter, il faut on la a eu la loi Toubon, il faut l'appliquer. J'en étais le rapporteur au Sénat, donc je la connais particulièrement, je me suis battu aux côtés de Jacques Toubon. Je garde un souvenir un peu amer des débats. À l'époque, personne n'osait contester le fait que le français soit la langue parlée en France, la langue... Mais les publicitaires étaient très gênés parce qu'ils étaient un peu le vecteur de ce mélange. Ils travaillent souvent, nos cabinets publicitaires sont souvent des cabinets internationaux, qui travaillent pour des sociétés à l'international, qui leur disaient, nous écoutez toutes vos histoires, on veut avoir sorte de slogan international unique dans tous les pays, Nike, just do it. Voilà. Et par conséquent, en France comme ailleurs. Et donc, ils ont demandé, plus ou moins, que l'on s'oppose à cette langue, à cette loi. Alors que faire? Il fallait la ringardiser ou la moquer. Et M. Toubon s'est entendu soupçonner d'avoir des pensées tout à fait étonnantes. On disait qu'il ne voulait plus entendre parler de football et qu'on serait obligé de dire qu'on jouait à la balle au pied. Voilà. Je me souviens de ça. Il en était réduit à ce qu'on l'appelait M. Allgood. Voilà. C'est pas méchant, si vous voulez, mais enfin, ça a été plus loin. Quand la loi, malgré tout ça, a été adoptée, je répète, j'en étais le rapporteur au Sénat, donc j'ai suivi ça de très près, les cabinets de publicité ont payé un grand constitutionnaliste qui a saisi le Conseil constitutionnel pour non-conformité. Et le Conseil constitutionnel, saisi par ce grand constitutionnaliste, lui-même mandaté par des cabinets de publicitaires, a censuré une partie de la loi. Et donc a fait des trous, si on peut dire, dans la loi, qui vous expliquent que maintenant, ces dispositifs ayant été en partie amputés, ont été tournés par les publicitaires, par une partie du milieu médiatique, ce qui lui permet d'arriver aux incongruités que l'on peut constater maintenant. D'accord. Donc d'où le souhait de l'Académie. Pour beaucoup, et de l'Académie, mais elle n'est pas la seule, de voir faire la toilette de la loi Toubon. En plus, cette loi est de 1994. Beaucoup de dispositifs actuels n'existaient pas. Donc il faut tenir compte des évolutions, il faut faire la toilette de cette loi, et nous attendions, et c'est une déception de ce point de vue-là, que ce problème soit évoqué à l'occasion du sommet, et que le gouvernement français accepte que la loi soit revue au Parlement. Ceci dit, s'il ne veut pas le faire, je pense que des groupes parlementaires n'hésiteront pas à se saisir et à poser la question. Il s'agit de montrer qu'en France, nous prenons la question de la langue au sérieux, comme le faisaient certains de nos précédents présidents de la République. Si vous prenez les propos du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de François Mitterrand, ou de Jacques Chirac, que vous trouverez des phrases qui sont très, très fortes là-dessus. Quand M. Mitterrand... Vous avez sauté Valéry Giscard d'Estaing à dessein, il était moins... Valéry Giscard d'Estaing, dont j'ai été ministre, je me souviens des actions qu'il m'a fait mener, et que son Premier ministre Raymond Barre m'a fait mener
en direction du Canada et du Québec, le faisait moins publiquement, mais était également sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est après que la situation s'est peut-être un petit peu dégradée. D'accord. Voilà. Mais peu importe, nécessité de revoir cette loi, et puis je crois que le Parlement, effectivement, savait, au mois de juin, lors de notre colloque, le représentant du ministère ou de la délégation à la langue française avait dit que le gouvernement accepterait que ce problème soit évoqué, soit repris au Parlement. Et puis, changement de majorité, changement de gouvernement, etc. Donc la question reste entière. D'accord. On disait, donc la francophonie n'est pas une île, la francophonie c'est aujourd'hui 321 millions de... Oui, c'est ce qu'on dit, c'est le chiffre qu'on donne à travers le monde. On sait en même temps qu'elle est quand même inégale, cette francophonie. En tout cas, la maîtrise de la langue française dans les pays dits francophones est très inégale. Donc si on veut affermir la langue française, ça passe peut-être par l'éducation. Absolument. En tout cas, un affermissement des efforts en matière d'éducation de la part de la francophonie. Tout à fait. Nous avons souhaité... Pour que ce ne soit pas une francophonie un peu illusoire, mais une vraie francophonie. Il y a une vraie francophonie. C'est vrai que certains pays dits francophones ont une maîtrise ou un usage de la langue réduit à une partie relativement faible de la population. Mais c'est souvent la partie dirigeante de la population, donc quand même celle qui donne le ton. La francophonie, pour s'approfondir, doit également veiller à ce que l'enseignement général soit en français également assez répandu, et à ce que les étudiants puissent circuler à travers les universités. Il y a depuis longtemps l'Agence universitaire de la francophonie, à laquelle nous sommes tous très attachés, et il y a la circulation des étudiants à travers le monde francophone, et elle doit être favorisée. D'où une politique de visa, peut-être envers les étudiants. Une politique de visa, ça a été abordé au cours du sommet. Il faut voir quelles seront les décisions pratiques qui en seront arrêtées, mais il est nécessaire, on y avait adhéré à l'Académie très largement, à ce qu'on mette en place un Erasmus de la francophonie. L'Union européenne a su développer un système Erasmus auquel les étudiants sont attachés, et il faut faire la même chose dans la francophonie, tout en ayant des systèmes qui montrent bien que la francophonie n'est pas une façon détournée d'immigrer. Oui, bien sûr. Donc l'éducation, ça peut être l'éducation traditionnelle dans les écoles, c'est effectivement les mouvements d'étudiants, les visas. C'est peut-être aujourd'hui aussi le numérique qui peut donner l'occasion de démultiplier des contenus en français et en langue française, et d'atteindre d'autres populations à travers des plateformes dédiées. On peut imaginer une plateforme dédiée francophone ? On doit l'imaginer. Tout à fait. Mais on était déjà dans le temps, il y a quelques années, allé plus loin. On s'est interrogé par exemple sur les petits journaux pour enfants. Oui. Il est important d'avoir en francophonie des petits journaux pour enfants qui donnent à des enfants assez jeunes l'envie, si vous voulez, de lire des textes en français. Et ceci n'existe pas assez. Donc je crois que nous serions bien avisés de développer, par exemple, ces petits vecteurs. Un grand vecteur, peut-être, enfin en tout cas un vecteur différent que l'Académie a imaginé, c'est ce dictionnaire des parlers francophones. Oui. C'est une belle idée, ça veut dire juxtaposer les différentes manières de parler le français, que ce soit au Québec, en Suisse, en Afrique, avec une dimension historique, un peu peut-être étymologique aussi. Il y a des parlers qui vont servir à enrichir la langue française, puisque certains de ces mots qu'on appelait parfois dans le temps des patois ou finissent par entrer dans le vocabulaire français et par devenir des éléments de la langue. Et c'est comme ça qu'une langue s'enrichit. Et je crois que nous avons apporté notre pierre effectivement avec ce dictionnaire. C'est une bonne idée. Je crois qu'il faut faire attention aussi à ce que cette mise en valeur du français n'apparaisse pas non plus comme une agression à l'égard des langues locales. Voilà.
j'ai vu dans le journal de chez moi, La Voix du Nord, une interview du président Macron qui parlant du sommet de la francophonie, se croyait obligé de rappeler que dans sa ville d'Amiens où il est né, la langue locale était le picard. J'ai fait moi aussi mes études à Amiens. Et j'ai entendu et j'ai parlé de picard dans les cours de récréation en ce qui me concerne. Donc pour moi, c'est vraiment ça aussi. Oui. Donc ça peut être picard, mais ça peut être le Haoussa, le Wolof, voilà, d'autres langues. Le Haoussa et le Wolof sont des langues nationales et très importantes. Le picard fut une langue nationale au XIIIe siècle. Voilà. On peut dire le corse. Il en reste. Le corse, c'est encore autre chose, effectivement. Voilà. Au début de cet entretien, on a évoqué certains absents, ce sommet de Villers-Cotterêts. La francophonie, c'est bien sûr une langue, on l'a dit, mais elle a une dimension politique. Elle est porteuse de valeurs. Elle est porteuse de valeurs de paix, de démocratie. C'est la déclaration de Bamako. La première grande déclaration qui a acté ça, qui est revenue là-dessus. On va fêter ses 25 ans dans un an. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui redonner une totale actualité? Comment on peut célébrer cette déclaration l'année prochaine? Est-ce qu'il faut le faire d'abord? Je crois qu'il faut, c'est un peu l'embarras de la chose, se dire que les pays francophones sont des pays où on a l'usage du français, où une part importante de la population alors que pour nous, il y a des valeurs qui sont celles de la démocratie, qui nous paraissent celles qui permettent à l'épanouissement des hommes, et que nous ne pouvons pas baisser pavillon sur des obligations comme celle-là. On avait voulu marquer ces valeurs de la francophonie dans la déclaration de Bamako, et plus jamais que de circonstance. Moi, j'ai été plus de 20 ans le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'avais donc à tenir compte des différences parfois d'appréciation dans différents États sur la façon d'organiser les élections, etc., et l'organisation du pouvoir, mais nous n'avons jamais cessé de rappeler que pour nous, nous avions un attachement très fort à la déclaration de Bamako et que nous ne pratiquions pas, en quelque sorte, un double standard, comme on dit. On ne fermait pas les yeux quand ça nous arrangeait pour les ouvrir grands quand nous ne sommes pas d'accord ou que nous voulons dénoncer un pays. Est-ce que la francophonie doit avoir un rôle de prévention, le cas échéant de crise? Est-ce qu'elle peut l'avoir, dans la mesure où il y a quand même des pays avec des standards démocratiques différents, comme vous le notiez à l'instant? Écoutez, soyons clairs, il y a des pays actuellement qui ne sont pas venus au sommet de la francophonie et où des juntes militaires sont au pouvoir. Bon. Pour nous, le pouvoir ne se pompe pas par un coup d'État militaire. Et quand un coup d'État militaire a eu lieu, prise de pouvoir par la force, la francophonie ne doit pas couper tout contact, elle doit proposer ses bons offices pour aider à revenir à un régime, à une situation où ce soit la population qui décide par elle-même du choix du régime politique sur lequel elle veut vivre. Ça ne veut pas dire que la francophonie ait des texte tout préparé à imposer à tous les pays membres, disant que le pouvoir est organisé comme ceci et comme cela. Mais nous pouvons utiliser les canaux, par exemple parlementaires, pour essayer d'aider un pays à retrouver ce chemin. Il y a tout un travail qui est fait actuellement, auquel prend part l'Assemblée de la francophonie, pour permettre à la Guinée de reprendre toute sa place dans la famille. Et là, je crois que l'on a progressé. D'accord, ce qui explique sa présence à Villers-Cotterêts. Tout à fait. La Guinée a montré que, un pays que je connais bien, et j'ai bien connu un président qui avait lui aussi beaucoup souffert avant d'arriver au pouvoir et que la démocratie ne soit rétablie dans son pays. Et puis après, il a peut-être un petit peu oublié ça aussi, mais ça arrive. Nous faisons le maximum pour aider la Guinée actuellement et je crois que c'est en bonne voie. Donc on est éventuellement dans la prévention de crise et dans la sortie de crise, si possible.
est-ce que, à votre avis, la francophonie peut avoir un rôle à jouer en termes d'accompagnement des élections, de processus d'observation de certains scrutins? Elle l'a fait dans le passé. Est-ce qu'elle doit le faire davantage pour garantir la transparence? Parce que la démocratie, c'est pas que les élections. Encore faut-il qu'elle soit transparente. Avec l'APF, avec la Seine-Saint-Denis, par exemple, à expliquer aux parlementaires haïtiens comment faire en sorte que la démocratie soit à peu près vivante et organisée chez eux, dans un pays qui est malheureusement actuellement gangréné. Je pense beaucoup à Haïti, qui est un pays malheureux, qui est un pays extraordinaire aussi, avec de grands écrivains, avec une littérature, avec une peinture, mais qui actuellement a sombré dans le chaos pratiquement. Et nous avons le devoir d'aider les Haïtiens à se sortir de cette crise. On l'a déjà fait, il faut recommencer. Donc, dimension linguistique, dimension politique. Parlons un peu d'économie, si vous voulez bien. Oui. La francophonie économique existe aussi. Oui, tout à fait. Elle existe depuis un petit moment. Avec, le Forum francophone des affaires existe depuis longtemps. Voilà. La francophonie, c'est 16% du PIB mondial, je donne un chiffre, et 20% des échanges mondiaux. Donc, c'est pas rien. Oui, et pourtant, quand on pense francophonie, on pense plutôt politique ou culture. Pourquoi, à votre avis? C'est peut-être un peu exagéré, réducteur. Mais les pères de la francophonie avaient une motivation politique. C'était le moment de l'accession à l'indépendance, et c'était des hommes d'État qui avaient été formés en français, si on peut dire. Et donc pour eux, il y avait un attachement à la langue française qui était un attachement littéraire aussi. Un homme comme Senghor se retrouve à l'Académie. Donc je crois que les pères fondateurs de la francophonie ont vu d'abord cet aspect littéraire. Mais ils étaient des hommes d'État, ils avaient évidemment des soucis économiques, et très tôt, beaucoup se sont dit que le poids non négligeable des pays francophones faisait aussi qu'il y avait là un marché, et que le fait d'avoir une langue commune, d'avoir des règlements permettant d'organiser le commerce, d'organiser le développement industriel, etc., ça nécessitait, ou ça permettait de favoriser l'existence d'un marché et des échanges. C'est ainsi que la francophonie a soutenu l'OADA, l'organisation qui se préoccupe des échanges. D'accord. Donc elle peut être un levier d'affaires. Un levier d'affaires aussi, un levier d'innovation aussi. À la différence peut-être du Commonwealth ou d'autres organisations, elle n'a pas été la première préoccupation. Mais on voit que beaucoup ont conscience de l'importance de ces marchés, qui restent par ailleurs des marchés très concurrentiels. Les entreprises françaises ne se promènent pas ou canadiennes, car les Canadiens y sont très attentifs, ne se promènent pas dans l'espace francophone en terrain conquis. Ils sont simplement en concurrence avec des entreprises des autres continents, et c'est tout à fait normal. Mais le fait d'avoir une langue commune, d'avoir des règles juridiques communes, ça permet quand même de développer. Et j'ai vu avec intérêt que le patronat francophone était en train de s'organiser, par exemple. Il y a eu pour la première fois à Villers-Cotterêts ce qu'on appelait le Francotech, en association avec Business France justement, et l'alliance des patronats francophones. Ça vous semblait une bonne manière d'avoir une approche peut-être plus utilitariste aussi de la francophonie, plus économique. Utilitariste, est-ce que c'est un mot que vous reprendriez? Utilitariste, ce n'est pas un gros mot. Non, c'est pas un gros mot. Je pense que... Moi, je vais reprendre ça à propos de la langue. Une langue ne survit que si elle est utile. Voilà. Quand une langue a cessé d'exister, elle devient une langue morte. Donc, utilitariste, tant mieux aussi. Il n'y a pas que ça, mais pourquoi pas? On voit se développer de plus en plus dans le monde francophone aussi de grandes métropoles. Donc la francophonie, ça va se jouer aussi dans les villes à travers la croissance urbaine. Et est-ce que la francophonie a un rôle de ce point de vue aussi en matière de développement durable? Elle doit impulser quelque chose? Elle doit évidemment
participer à la réflexion sur le développement durable, sur l'explosion des grandes métropoles, ça touche l'Afrique par exemple, Oui. quand on voit l'extraordinaire accroissement de certaines capitales. La plus grande ville francophone du monde, c'est Kinshasa, c'est pas Paris. Et le plus grand pays francophone du monde, c'est Voilà. la République démocratique du Congo, Oui, en population. voilà, c'est ce que j'allais Population. dire. Nous parlions tout à l'heure du chiffre des francophones. Si je reprends ce chiffre des francophones, et puis le problème économique. La francophonie, si on veut qu'elle se développe, il faut quand même qu'elle s'appuie sur une puissance économique. Ce qui fait la force de l'anglais, c'est qu'il est pratiqué d'abord par la première puissance économique du monde, D'accord. les États-Unis. Et pas l'Angleterre, c'est les États-Unis Bien sûr. qui font Bien sûr. Donc, ce qui a été un problème, et qui est une chance qui n'est probablement pas assez jouée par la francophonie, c'est que nous sommes membres de l'Union européenne. Et nous pouvions, et au départ, l'Union européenne avait comme principale langue de travail le français. Oui. Et puis quand l'Angleterre est entrée dans l'Union européenne, le président Pompidou, qui a accepté à ce moment-là qu'elle puisse y entrer, avait fait promettre aux Anglais qu'il ne remettrait pas en cause la place particulière du français dans la construction européenne. Puis quand ils sont rentrés, au bout de quelques années, ils ont un petit peu oublié, et même beaucoup, cette promesse. Ils sont sortis, alors c'est peut-être Et le puis moment ils de en sont relancer ressortis. le Alors on français a dans dit à les ce moment-là, organisations. les Anglais sont sortis, donc le français va redevenir... Pas simple. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas l'allemand et le français, ou l'allemand par exemple, première puissance économique de l'Union européenne, qui a imposé sa langue. On a vu revenir l'anglais. Et Madame van der Leyen s'ingénie actuellement à faire en sorte que l'anglais devienne la langue de travail de l'Union européenne. Et ça, il faut faire très attention. Nous sommes étonnés. J'ai dit dans le papier que j'ai rédigé pour notre compagnie, nous sommes étonnés de voir que le gouvernement français ne se bat pas davantage pour le respect des langues de l'Union européenne, pas seulement la place du français, mais pour que l'Union européenne reste un ensemble dans lequel il y a des langues nationales et que ces langues nationales soient utilisées. Et qu'on oublie un petit peu la définition qui avait été donnée, je crois, par Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. De nos jours, il y a des moyens tout à fait modernes de traduire. Il ne faut pas dire toujours, oh là là, la traduction ça coûte cher, et puis c'est très lourd, etc. De moins en moins. De moins en moins. Maintenant, il y a des moyens de traduction. Je tiens vraiment à dire combien ce problème de l'Union européenne, une des plus grandes puissances économiques mondiales, la langue qu'on y parle, ou les langues qu'on y parle, c'est ce qui garantit leur avenir. Et si donc nous laissons le français disparaître progressivement et ne plus être une des langues d'usage de l'Union européenne, nous perdons la principale chance de voir le français rester une langue d'usage international. J'ai retrouvé une lettre que m'avait envoyée en 1995 Jacques Chirac, à un moment où il était candidat à la présidence de la République, et où je l'avais déjà alerté, questionné sur la francophonie. J'avais beaucoup travaillé avec lui sur ce point, et il m'avait répondu que l'avenir du français ne se jouerait pas en Afrique, il se jouerait en Europe, et que selon que le français se garderait une place importante au sein de l'Union européenne, ou qu'il la perdrait progressivement, eh bien le français verrait éventuellement son rôle diminuer sur les autres continents. Je crois qu'il avait parfaitement raison. Je vais vous poser une dernière question pour conclure. On sort de Villers-Cotterêts, donc on sort de ce sommet de la francophonie en France. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous êtes globalement satisfait? Est-ce que vous avez des regrets, des manques? J'ai un regret, oui. La faible reprise du sommet de la francophonie dans les médias. Je regarde effectivement, je suis jeté sur les principaux journaux parisiens et sur ceux de ma province, et je ne peux pas dire que j'ai trouvé beaucoup de choses. Alors c'est vrai que l'actualité internationale, avec la crise
Moyen-Orient n'a pas favorisé la mise en relief du sommet. Mais tout de même, je crois qu'il y a là, si vous voulez, un manque d'intérêt pour la francophonie chez beaucoup de journalistes qui ne voient probablement pas la dimension globale de ceci. La francophonie, pour certains, c'est ringard, se dépasser, etc. Bon, ça m'a toujours désolé. Bon. L'autre point, je crois qu'on a abordé un certain nombre de questions à Villers-Cotterêts, mais ce problème de l'Europe n'a pas été du tout soulevé, de même qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle d'une révision de la loi Toubon, c'était des points que nous attendions beaucoup. On s'est par contre retrouvé dans un merveilleux château qui a été très bien restauré, château du roi François Ier, en tant qu'élu des Hauts-de-France, ancien élu des Hauts-de-France, ça me fait plaisir de voir que ce château a été remis en valeur. Pour moi, la langue française, c'est une belle princesse. Je souhaite simplement qu'elle ne s'endorme pas dans son beau château et qu'elle continue à rayonner. Merci beaucoup. Merci.